Bonsoir, bienvenue au Vrai Monde de Pierre Gaffier. Bonsoir Tania Lopère. Bonsoir. Ça fait 40 ans que je la connais, votre voix, qui me captive avec cet accent américain que... On va arrêter avec l'accent parce que... Pourquoi? Parce que j'ai tout fait pour enlever l'accent et je crois que là c'est foutu. Mais vous savez ce que disait Jean Cocteau, que ce qui faisait des aspérités pour les autres était en fait notre force. Je sais, mais j'aime pas. Alors vous êtes là pour parler d'un livre qui s'appelle Mémoire d'une comédienne ratée, qui est paru chez l'Archipel. Et j'ai une très très bonne nouvelle à apprendre. Elle est tombée la nuit dernière. Vous avez obtenu le prix de la fondation du Mahatma Gandhi. Vous le saviez ? C'est quoi ça? Le prix de la fondation Gandhi, c'est quand une vedette sort un livre et qu'elle est de profil. Et qu'elle ne veut pas attirer l'attention sur elle. Et que c'est quelqu'un d'autre qu'on voit mieux. En l'occurrence, Yves Montand. Bravo, ça veut dire que vous êtes la plus grande altruiste du monde du cinéma. Non, mais vous vous foutez de ma gueule, là. Ça, c'est vraiment c'est génial, là. Comment on appelle ça comme blague. Il y a un message que vous nous envoyez quand même dans cette couverture. Vous n'êtes pas frontal. Vous êtes là sur le côté. On vous voit bien avec vos jolis cheveux blonds. Mais on voit plus Yves Montand. Oui, et alors? Je veux dire, altruiste, vraiment. Oui, non, c'est mon éditeur, Jean-Daniel Belfond, qui a choisi cette photo. C'est même pas moi, il a choisi le titre du livre. C'est grâce à lui que ce livre a pris vie, hein, c'est ça, on peut dire. Après tellement d'années de retravailler, refaire... voilà, donc je lui dois beaucoup et il a choisi la photo. Voilà. Alors vous êtes comédienne, ça je pense que tout le monde le sait. Dans votre film, vous parlez de vos tribulations. Hein. Dans Tribulation, il y a le mot tribu aussi. Avec Marilyn Monroe, Yves Montand, Jane Fonda, Clint Eastwood, Woody Allen, Fellini, Trintignant, Depardieu, père, fils et épouse. Et sœur. Et Julie. Et sœur. Alors, écoutez... En fait, on va être obligé d'arrêter l'émission très vite parce que j'ai pas de temps. Okay? Très bien. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Je vais résumer en vous demandant, on va faire une minute simple. Est-ce que vous pouvez prendre le verre qui est devant vous? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez en boire une gorgée, la moitié? La moitié. Encore. Just the middle. Ok. Est-ce que vous voyez Tania Lopère? Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou est-ce que vous le voyez à moitié vide? C'est à moitié vide. Ok, alors je vais résumer un petit peu votre vie. On va voir le verre à moitié vide dans votre carrière, d'accord? Tout ça, oui. Ça vient du livre. Alors, je vous propose 3 choses. Oui, allez-y. Vous avez croisé Woody Allen dans sa loge à Paris. Oui. Il vous a dit, surtout, hein, appelle-moi quand tu viens à New Oui. York, et vous ne l'avez pas fait. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis très timide, curieusement. Et voilà. Et je ne l'ai pas fait. Oui, je ne l'ai pas fait. Et là, je regrette. Enfin, non, je ne regrette pas, parce que je ne regrette pas des choses comme ça. Mais oui, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et il y a plein de choses comme ça dans ma vie que je n'ai pas faites, que j'aurais pu faire, et par timidité ou par manque de confiance en moi, je crois. Deuxième illustration du verre à moitié vide, Katharine Hepburn Voilà. vous dit, Tania, oui. viens me voir avec tes enfants la prochaine fois. Ouais, elle n'a pas dit ça avec cette voix-là, quand même. Enfin bon. Elle est pas mal, ma voix, non? Non, mais elle n'a pas supplié. Elle m'a dit, avec sa voix, oui. Ça me fera plaisir de te voir avec tes enfants. Voilà. Et vous n'y êtes pas allé non plus. Non, ça, non. Et ma mère était encore en vie. Elle me dit, vas-y. Et j'ai pas osé. Voilà. Bon, c'est dommage, quand même. Ça, c'est dommage. Troisième verre à moitié vide. Votre rêve, ça aurait été de jouer Bonnie and Clyde avec Jean-Louis Trintignant. Et ça s'est pas fait. Non, c'est un rêve, je veux dire, il n'y a pas eu de projet. Mais à un moment dans le livre, vous dites, j'aurais adoré faire ce film, jouer Bonnie and Clyde avec Jean-Louis Trintignant. Ah, j'ai dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, ça vous... C'était une métaphore, alors. C'est quoi le film que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas fait? J'aurais aimé être... S'il y a un regret à avoir,
j'aurais voulu être la muse d'un metteur en scène. Voilà. Et j'aurais voulu travailler avec un grand metteur en scène qui était Patrice Chéron, que je connaissais. On parlera du théâtre un peu plus tard parce que c'est déterminant dans votre carrière. Maintenant, je vous propose de voir votre vie avec le verre à moitié plein. Parce que moi, je le vois, le verre, il est à moitié plein. Mais non, mais il est très plein. Vous savez, je ne suis pas du tout triste de ma vie. Hein. Alors, au contraire. 3 moments de votre vie à moitié plein. Vous avez fait pleurer Robert De Niro au Grand Veufour à Paris parce que vous l'avez complimenté. Il était au tout début de sa carrière, il avait fait un film qui s'appelait Bang the Drum Slowly. Et il a pleuré du compliment que vous lui avez fait. Rien que pour ça, c'est beau la vie, non? Ah oui, ça m'a beaucoup... Ah oui, il était beau en plus. Oui, c'était superbe ce moment. Superbe, j'ai cru vraiment qu'il n'était pas acteur. Ah oui, ça c'est un moment. Oui, il y a eu plein de moments comme ça dans ma vie. Deuxième moment du verre à moitié plein, même malade, François Truffaut venait vous voir au théâtre. Oui. Ah oui, j'ai des moments merveilleux avec lui. Il m'a écrit des lettres qui sont publiées dans son correspondance. Malheureusement, il n'avait pas envie de me faire tourner comme beaucoup d'autres. Je sais pas, il y a eu quelque chose qui a fait que j'aurais voulu vraiment tourner avec lui, oui. Mais vous faites souvent allusion dans le livre au fait que vous auriez, et vous l'avez dit il y a 3 minutes, que vous auriez aimé être une muse. Mais il y a un prix à payer quand même pour être une muse. Vous êtes plutôt quelqu'un qui s'amuse. Oui. Vous dites plusieurs fois dans le livre que jamais vous n'auriez renoncé à ce que vous êtes pour vous mouler dans un mensonge artistique. Vous dites, j'ai toujours voulu être fidèle à ma personnalité. Et peut-être votre personnalité est tellement insaisissable que vous ne pouviez pas être une muse au sens de réductrice. Ah ça, je ne sais pas. En tout cas, c'était compliqué. Hein. Enfin, c'était compliqué parce que je l'ai tellement voulu, mais j'ai tellement voulu exister dans ce métier, j'ai tellement cassé les murs pour faire quelque chose. C'était difficile, c'était pas facile pour moi. Jamais. Et la troisième petite anecdote du verre à moitié plein, vous n'êtes pas sur la photo, vous êtes à côté, mais votre maman a été prise en photo par Jackie Kennedy. Oui. Et la duchesse de Windsor, c'était sur un bateau, c'est ça? Non, pas en photo. Elle a fait un dessin de ma maman et Jackie Kennedy. Et je ne sais pas où j'ai mis ça, parce que j'aimerais bien donner ça à mes petits-enfants. Mais oui. Mais non, j'étais pas là. Je ne sais pas où j'étais, mais j'étais toute petite en plus. Alors Tania, vous savez qu'en France, on dit que tout finit par des chansons. Dans cette émission, c'est l'inverse. Tout commence par un extrait, L'homme aux yeux d'argent. Et je sais que j'ai l'air de sortir de la préhistoire avec mes principes. Mais être condamné, ça ne donne aucun droit. La prison n'a jamais transformé un malfaiteur en honnête homme. Non, c'est même parfois l'inverse. C'est vrai, mais c'est pas ce que je voulais dire. Il n'a pas changé, lui. Vous comprenez? Pas très bien. Si. Je suis sûr que vous comprenez. Vous êtes d'où? De Toulouse. J'ai surtout vécu en Allemagne avec ma mère. Mon père était américain. Méfiez-vous, mademoiselle. Thierry Berger est un criminel. Il est dangereux pour tout le monde. Alors, Pierre Granier de Fer, donc, vous fait tourner dans un de vos plus jolis rôles. Et je trouve... Évidemment, rien n'est juste. Vous n'êtes pas né à Toulouse. Non. Vous êtes né à New York. Oui. Vous avez fait beaucoup d'allers-retours entre Rome, les États-Unis, la France. Qu'est-ce qu'on entend déjà 40 ans après, quand vous avez entendu ces extraits? Quelle est votre réaction immédiate au niveau de la Madeleine de Proust? C'est-à-dire, je trouve que Pierre Granier de Fer, que j'adorais, il aimait beaucoup les femmes en plus, il m'a très bien... C'est un petit coquin, hein, parce qu'il y a des plans sur vos jambes. À un moment, vous vous garez avec une coccinelle. Il adore les jambes des femmes, comme François Truffaut, je crois aussi. Il a vraiment beaucoup filmé mes jambes. Et je trouve qu'il a essayé d'enlever mon accent, et là,
On entend moins l'accent. Non? Ouais, je vous propose de faire un petit jeu des 7 familles, ok, par rapport aux réalisateurs que vous citez dans le film, D'accord. ceux avec qui vous avez tourné. Alors, un adjectif pour Pierre Granit de Fer, ça serait peut-être la précision dans la mise en scène. C'était quelqu'un de Plus méticulé. que ça. Plus que ça, comme je vous disais, il aimait les femmes, quoi. Il les mettait en valeur. On peut aimer les femmes et ne pas être précis. Non, mais il mettait les femmes en valeur. Non, il aimait la femme. Voilà, il a eu plein d'enfants, lui aussi. Plein de femmes. Voilà. Vous jouez une bibliothécaire dans le film. Oui. Qu'est-ce qu'il y a chez vous sur vos rayons de bibliothèque? Beaucoup de livres. En anglais ou en français? Les deux. Et le dernier que vous ayez aimé? Le dernier que j'ai aimé, c'est sur les femmes de Truman Capote. Un film en anglais. Il y a eu une série. C'est fantastique, ce livre. C'est passionnant. Toutes ces femmes des années 50 qu'il a détruit parce qu'il était très, très méchant, ce que je ne savais pas. Bon, moi, j'adorais In Cold Blood. C'est In Cold Blood, De non? sang-froid. Oui. Mais ce livre est passionnant. Hein. Je le conseille à tout le monde qui écoute cette émission. Alors, quelqu'un avec qui vous avez tourné, c'est Claude Lelouch. Oui. Est-ce qu'on peut dire, on caricature un peu, que c'est un peu l'anti-Pierre Granier de Fer, c'est-à-dire grande place à la liberté sur les tournages? Non, je crois pas. Non. Je crois pas. Je tournais avec Claude Lelouch, c'est extraordinaire parce que vous avez l'impression d'être dans un salon et il vous filme. Il est là, il est formidable pour un acteur. Vous pouvez pas avoir peur avec Claude Lelouch parce que il vous prend comme ça. Votre papa, croyait en lui dès le début. Ah, mon père, oui. Mon père, il a fait venir mon père quand il a voulu acheter Avenue Foch. Non, Avenue Hoche, qu'est-ce que je raconte? Avenue Hoche. Il a fait venir mon père et Nouchkine, qui était son producteur, pour savoir s'il fallait qu'il achète cet immeuble. Et mon père et Nouchkine lui a dit non, mais c'est une folie. Et bien, il l'a acheté. Il a bien fait. Claude Sautet, quelques jours avec moi, ça s'est pas super bien passé. Il était, pour vous, trop hystérique sur les tournages. Non, je dirais pas. Il est hystérique, bien sûr, mais c'est pas pour ça. Je trouve que... Je sais pas ce qu'il a fait avec Romy Schneider, dont il était amoureux, ou Michel Piccoli, mais il avait une façon de tourner où tout était en place, il fallait rien improviser. Et moi, j'aime me libérer, j'aime être libre, et avec lui, on peut pas être libre. On pouvait pas être libre, mais c'est un grand metteur en scène. Je voulais tourner avec lui absolument, j'ai mis des années à le convaincre, et finalement, il me fait jouer un rôle muet, quasiment, où ma perruque se brûle. Se brûle? Prend feu. Prend feu. Alors, vous n'avez pas tourné avec lui, mais vous l'avez croisé à 2 reprises, je vois, Clint Eastwood. Et Clint Eastwood, et vous citez une phrase qu'il vous a dite et qui est merveilleuse. Il vous dit « Les acteurs sont comme des chevaux qu'il ne faut pas effrayer ». Il m'a pas dit ça, j'ai lu ça dans le cahier de cinéma. Mais vous l'avez rencontré Oui, je le connaissais, avant qu'il soit star et même après. Mais il a dit ça dans le cahier de cinéma, et ça, j'ai gardé ça... Parce qu'il tourne avec des acteurs sans leur dire. C'est-à-dire que c'est fantastique. Ouais, Cécile de France l'a raconté il n'y a pas très longtemps, la comédienne. Elle disait que sur un tournage qu'elle a fait avec lui, elle pensait qu'on venait juste de faire la répétition. Ouais. Et en fait, non, c'était c'est c'est dans la boîte. Alors, un autre cinéaste dont j'aimerais que vous nous parliez, qui a beaucoup compté pour vous, Marco Ferreri. Vous avez tourné 2 films avec lui. Et dans le livre, vous dites que lui, c'était en gros, la balance, c'était peu de psychologie et plus l'action, le corps. Voilà, il se méfiait un peu de la psychologie à outrance. Vous avez fait l'histoire de Pierrat et Conte de la folie ordinaire. Il détestait ça. Alors lui, je l'ai rencontré. Je pensais pas du tout lui plaire. Et puis finalement, il m'a dit après, quand j'ai tourné Contre la folie ordinaire, il m'a dit qu'il m'a engagé parce que je ressemblais à un travelot. Et j'adorais ça. Et depuis ce moment-là, il y a longtemps, j'ai toujours demandé au metteur en scène, à l'époque, de me faire jouer un travelot, mais je ne suis jamais arrivée. Mais la vie est encore longue. Ah non, j'ai arrêté. J'ai arrêté le cinéma. Alors, je vais vous demander un petit rituel, Tania Lopère,
tout le monde y passe. Je vais vous demander de fermer vos yeux. Fermez mes yeux, oui. S'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous décrire la chambre dans laquelle vous avez grandi, Oui. enfant ou adolescente? Oui. On vous écoute sans ouvrir les yeux. Oui, oui, d'accord. C'était un studio que mes parents ont pris pour moi parce que l'appartement qu'ils avaient, ils n'avaient pas l'argent, était tout petit. Et donc, ils ont cassé le mur de ce studio. C'était une grande pièce où il y avait une grande genre d'armoire, mais avec des poupées que mon père m'a acheté dans tous les pays du monde, avec une espèce de cercle dans ce studio où il y avait la personne qui me gardait. Il y avait une cuisine aussi, puisque c'était un studio. Enfin, un studio avec l'appartement attaché à l'appartement de mes parents. Et il y avait un bureau. Il y avait mon lit qui était contre le mur. Il y avait les 2 fenêtres qui donnaient sur la cour. Il y avait des immeubles très tristes. Il n'y avait pas de lumière dans ce studio. Et moi, j'aime beaucoup la lumière. Qu'est-ce que je pouvais vous raconter? Il y avait une petite salle de bain. Et il y avait une porte séparée de la porte d'entrée de mes parents. Puisque c'était un autre appartement, quoi. Vous pouvez rouvrir les yeux, merci beaucoup. Et votre nurse avait son petit lit sous une alcôve, c'est ça? Oui. Ça, c'est pour la version spatiale. Mais pour la version morale, c'était assez compliqué avec vos parents. Il y a une phrase quand même lapidaire. Vous dites « Je vis à côté d'eux, pas avec eux ». Oui. Ça m'a complètement désaxé, ça. Puisque tous mes problèmes viennent de là. Des années d'analyse et tout ça, ça ne peut pas empêcher que je me suis sentie abandonnée. Parce qu'il y avait une petite chambre dans l'appartement. L'appartement devait faire 50 mètres carrés de mes parents. Et il y avait une petite chambre, la chambre d'amis. Qui aurait dû vous être destinée. Oui, mais simplement, il n'y avait pas de place pour la nurse. Voilà. Et votre maman ne voulait pas d'un deuxième enfant? Je sais pas, en tout cas, elle s'est fait avorter. Vous pensez que ces 2 paramètres-là, se sentir mis à l'écart spatialement par vos parents et ne pas avoir donc... Vous n'avez pas eu de frère ou sœur, c'est ça? Non. Est-ce que ces 2 manques peuvent justifier cette frénésie de jeu pour jouer? C'est-à-dire on cherche chez des comédiens, chez des metteurs en scène, chez des agents, etc. Un cocon peut-être qu'on n'a pas eu. Je sais qu'à un moment dans le livre, vous dites que ce que vous auriez rêvé, c'est d'appartenir à une troupe de théâtre. Oui. En gros, une famille. Ah oui, complètement, oui, oui. J'aurais adoré appartenir à, par exemple, Roger Planchon, avec qui j'étais très, très liée. Et j'ai beaucoup aimé jouer avec lui. Il a fait un rêve qui était que je joue à l'Odéon. Enfin, ça a été pour moi une chose extraordinaire. Et j'ai fait un film, le dernier film que j'ai tourné, c'était quand même une troupe. Sale gosse. Sale gosse. Et ça, c'était formidable. J'aurais vraiment aimé... mais bon, c'est malheureusement pas fait, quoi. Il y a eu un documentaire il y a quelques années sur Isabelle Adjani, que vous avez rencontré, et que vous parlez dans le film. C'était sur Arte, et elle disait on pourra retourner les choses dans tous les sens. Ouais. Il n'empêche que les 2 fois où j'ai accouché, je suis allé accoucher seule. Ah. Ces hommes n'étaient pas là. Et elle disait ça avec une sorte de violence rentrée, en disant, malgré l'amour, malgré le couple, il y a une sorte de solitude. Quand on accouche? Pour elle, en tout cas. Oui, j'étais avec elle à New York quand elle a accouché de Kane. Quel est son prénom? Le fils de Daniel Day-Lewis, c'est oui. ça? Kane, Gabrielle Kane. Gabrielle Kane. J'étais avec elle. Elle m'a tendu le bébé en me disant tu le fais pas tomber. Je dis écoute, j'ai eu 2 enfants quand même. Non, mais j'ai très bien connu Isabelle. Oui, mais justement, vous étiez là, mais le père de l'enfant n'était pas là. Non, mais elle n'était plus avec lui, malheureusement. Il y a des liens quand même qui doivent durer. Je sais pas. Il y a une phrase dans votre livre qui m'a beaucoup intrigué. Quand vous devenez maman, vous avez cette phrase, je ne vais pas la commenter. Vous dites je n'avais pas de repère et la comédienne a pris le dessus. Oui. C'est une phrase très intéressante. Vous pouvez la commenter.
le fait d'être comédienne, le fait d'être en charge de vos personnages, etc., a été un boost pour éduquer votre enfant? Non, je crois que j'étais une mauvaise mère. Parce que je pense pas qu'on peut être... j'en sais rien. En tout cas, moi, je pense que j'ai pas été la mère que j'aurais voulu être parce que je n'avais pas de mère qui était... Enfin, qui est une bonne mère. On peut pas être une bonne mère. Je sais que j'ai aimé mes enfants par-dessus tout et qu'elles le savent, mais j'ai pas été une bonne mère, non. On va écouter un deuxième extrait de votre filmographie. Un petit peu d'eau. Quoi? Non, oui. Non, merci. La guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, celle du Biafra. Vous voulez de la glace? Non. Suez. Budapest. Oui, c'est ça. Suez, Budapest, Prague, les famines en Afrique, en Asie. Mais vous savez, je ne suis pas vraiment à blâmer. Le problème israélien, le problème noir. Vous croyez vraiment que c'est parce que j'écris depuis 15 ans que toutes ces calamités Tous sont... ces problèmes nous ont laissé indifférents. Le conflit du néo-capitalisme et du néo-marxisme, celui de la décolonisation, de la contestation de la jeunesse, de la surpopulation qui dans 20 ans deviendra atroce puisque le nombre des habitants du globe aura doublé et que l'automation aura réduit au chômage la moitié du potentiel humain. Où achetez-vous vos lunettes? Plutôt que d'assumer les drames de votre époque, vous avez perdu votre temps avec les femmes. Les femmes, un film de Jean Aurel. Et c'était vous. Ah, c'est moi. C'est Mais vous. la voix, oui, mais Jean Aurel. Oh, c'était formidable avec Jean Aurel. Et Maurice Ronet. Et Brigitte Bardot. Bien sûr. Et d'autres comédiens. Alors, si j'ai choisi cet extrait, cette diatribe politique, bon, vous n'étiez pas aussi engagé que Simone Signoret. Ok, mais quand même, dans votre livre, il y a plein de petits... Ah si, j'étais aussi Attendez, engagée. mais justement, j'allais y venir. Vous avez jeté des pavés pendant mai 68. Oui, bien sûr. Vous avez soutenu la démarche de Pierre Clémenti, le comédien, Oui. quand il voulait que des heures supplémentaires soient Oui. payées. Votre maman aussi était très politisée, je Oui, crois. et mon père aussi. Et autre chose, puisque c'est dans l'actualité, il y a un film qui est sorti, vous avez, entre guillemets, snobé Alain Resnais pendant le tournage de Providence, snobé gentiment, parce que vous vouliez être partie prenante au procès de Pierre Goldman. Ah oui. Non, je voulais de l'argent pour Pierre Vous Goldman. avez fait une quête. J'ai fait une quête pour Pierre Goldman. Oui. Oui. Et j'étais très... J'étais même à Amiens au procès. Ah non, j'étais... Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, je suis... Enfin... J'ai embrassé le sol quand Obama a été élu, quand même. J'ai embrassé le sol. Cette conscience politique, donc, née Mes parents. Voilà, de vos parents. Et est-ce que c'est un fil rouge qui vous a parfois fait refuser certains films dont vous n'aimiez pas le scénario, voire la morale? Non, parce qu'on m'a pas proposé des films... J'aurais refusé, on ne les a pas proposés. J'ai une petite surprise pour vous. Vous n'avez que des surprises, là. Celle-là, je pense, ça va être une surprise. Ah, oh là. Alors, dans cette émission, je demande à Oui. une psychologue clinicienne d'analyser les yeux de notre invité. D'accord. Parce que souvent, nos invités sont habitués à être filmés au cinéma, etc. Mais on s'intéresse parfois trop peu à leur intimité. Donc, ça a commencé avec la comédienne Mathilde Amé, mais il y a eu aussi Eva Ionesco, des hommes, des femmes, etc. Est-ce que vous voulez écouter le regard que Anne Bounex, c'est son nom, qui est clinicienne également, fait de vos yeux, Tania? D'accord. Voilà un regard lumineux et étrange. Lumineux car les iris sont étincelants, mais étrange car on ressent un contraste avec quelque chose de plus obscur, un mélange d'extériorité ample et une intériorité magmatique. On pense à ces lumières solaires dans des jardins sombres la nuit. Ces lueurs n'éclairent pas, mais disent délicatement et efficacement une présence en vous invitant à avancer dans le noir. Vous croisez par hasard ces yeux-là, les vôtres, Tania, et vous êtes happé par cette lumière ambiguë. C'est la même sensation que celle ressentie parfois quand, sur un trottoir, un sourire de biais nous est anonymement destiné. Sans doute est-ce ce qu'on appelle un regard accrocheur. Vous êtes interpellé en un clin d'œil et de façon mutine.
Ce regard est vif, furtif, légèrement appuyé. Vous comprenez que c'est à prendre ou à laisser. L'échange, c'est pour tout de suite ou ce ne sera pas. La vie, c'est maintenant. Il y a une forme d'urgence. Vous êtes invité avec légèreté à un embarquement pour des sentiers non battus. On ressent la puissance du désir, de l'élan. Vous partagez ce regard et vous êtes pris dans une connivence à plein regard, comme on dit, à pleine main. Il y a de l'audace et de la générosité à saisir et à échanger. Ça, c'est le côté lumineux de l'extériorité. Ces yeux au bleu des saphirs de Ceylan ont beaucoup vu, et vous le devinez. Ils ont posé tous les regards et ont posé toutes les questions. La réponse, elle, n'est jamais advenue. C'est pour cela que ce regard vous interpelle avec une dérision souriante. Il semble surfer sur le réel, mais en même temps semble vous dire que le réel n'a pas lieu, que tout va si vite que rien n'est vrai. Illusion de nos regards sur la surface de nos vies, illusion d'optique, voilà la dérision de ces yeux, où l'on est Sisyphe, où l'on choisit de rire. Nos existences se baladent sur des sables mouvants. Il faut avancer, comme dans le noir, un pied après l'autre, pour ne pas s'enfoncer. Nous reste juste à être légers, mutins, pour poursuivre l'élan, quels que soient les fonds abyssaux. Ça, c'est le côté sombre de l'intériorité. Alors au final, comment ne pas être heureux de partager ce regard à l'humour aigu, quand on sait l'endroit et l'envers, le dessus et le dessous, la lumière et les ombres de nos existences. Waouh! Elle a commencé sans vous connaître. Je lui ai envoyé quelques captures d'écran, sans savoir que vous étiez comédienne. Ensuite, elle a compris. Est-ce que vous vous reconnaissez? Alors, je sais que c'est pas facile de réagir à chaud. Vous vous reconnaissez? Oui. La vie, c'est maintenant. Oui. Je trouve ça très beau ce qu'elle a dit, mais c'est très envahissant, ça. Je veux dire que bon, personne m'a jamais parlé comme ça. Il faudrait que je le réécoute. Oui, bien sûr. Pour vraiment prendre ça pour moi, quoi. J'ai l'impression d'entendre de quelqu'un d'autre, voilà. Enfin, bon, c'est trop important, quoi. Enfin, c'est trop, quoi. C'est trop, voilà. On va écouter une voix célèbre. Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker, the wind is so much colder, the world I see is so much bigger now that I'm alone. Papa, Allez, je sais que c'est blasphémé que de couper, non, couper parce la que je voix. voulais appeler mon pour ça. livre « Papa, tu m'entends ?» C'est ça que je voulais appeler. C'est pour ça que je voulais faire cette petite surprise. Ah oui, mais vous avez vraiment... Merci beaucoup, parce que ça me touche et vous avez tout compris ce que je voulais raconter et je ne l'ai pas vraiment raconté. Je voulais appeler ce livre « Papa, tu m'entends ?» parce que mon père est mort très jeune. Il a été un grand monsieur, vraiment. Alors, quand vous avez un père comme ça, comment est-ce que vous pouvez rencontrer un homme qui arrive à ça? C'est impossible. Peut-être que je suis arrivée là, en fin de vie. Peut-être. Mais c'est vrai qu'il était extraordinaire, mon père. Vous avez eu des rapports frappants avec votre père. À un moment, vous vous dites, je me prends pour sa femme. Oui. Oui, je partais avec lui. J'ai même une photo à la maison. On aurait dit que j'étais sa maîtresse, quoi. Il était un homme... Vraiment, les gens qui l'ont connu, il était bigger than life. Il était brillant, il parlait 15 langues. Il était... il n'était pas jaloux des gens plus importants que lui. C'était un joueur. Enfin, il avait tout pour plaire. Et il fait partie des gens qui vous avaient déconseillé de faire ce métier.
Ah oui, Comme oui. Brigitte Bardot, par exemple. Ah ben plein de gens. Mastroianni. Mais Mastroianni, mais moi, quelque part, je regrette d'avoir fait ce métier aujourd'hui. Ah, je regrette. Je pense que j'aurais eu une vie beaucoup plus heureuse si j'avais été mère de famille avec plein d'enfants et à une maison avec une barrière blanche et des animaux. Bardot vous a dit « Arrête, tu verras, Oui. tu t'amuseras plus ». Mais elle avait raison. Mais bon, j'ai pas arrêté. Hein. Votre vie est quand même basée sur des faits presque cinématographiques. C'est-à-dire la rencontre de vos parents, c'était en gros un rendez-vous arrangé, c'est ça? Oui. Vos parents, leur rencontre a été Oui. presque mise en scène. Oui, oui, oui. Et c'est Costa Gavras, vous, qui a joué ce rôle pour votre Oui. rencontre avec Oui. votre mari. Oui. On a l'impression qu'il y a ça ressemble à des films, en fait. Votre vie, oui. même amoureuse. Oui, je veux dire, 2 rencontres arrangées, vos parents et vous, c'est quand même pas... C'est comme pas anodin. Aujourd'hui, on se rencontre sur les sites de rencontres, mais là, vous aviez Costa Gavras comme non, metteur moi, en scène. j'aurais jamais été sur un site de rencontre, jamais aujourd'hui, ou jamais. Je veux dire, c'est pas du tout... Non, je suis arrivée à Paris pour 10 jours de vacances, et j'ai eu le coup de foudre, pour un jeune homme très beau, avec des très beaux yeux, qui rentrait dans l'hôtel... Et voilà, ça n'a pas marché, évidemment. Et il m'a dit, je connais un homme qui pourrait faire l'affaire. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais... J'espère. Non, mais enfin bon. Mais vous savez, Tania, que vous aussi, vous avez donné des mauvais conseils. Vous avez À qui? conseillé à Jodassin de ne pas chanter. Oui. Oh, j'adorais Jodassin. J'adorais son papa. Et j'ai connu dernièrement ses 2 sœurs. Ah oui, j'adorais cette famille. J'adorais Mélina, Mercury, enfin bon, tous ces gens, quoi. Pour moi, si vous voulez, c'est ça que je réalise aujourd'hui. C'est que j'ai connu un monde que personne connaît, quoi. J'ai connu vraiment beaucoup de monde. Et pour moi, c'est naturel, puisque je suis née là-dedans. Mais c'est pas naturel du tout. Personne. Et en même temps, j'ai eu j'ai eu tellement de difficultés à faire cette petite carrière de rien du tout. Mais j'ai travaillé comme une dingue pour arriver à ouvrir la porte. Et je suis née dans un berceau de stars, quoi. Non? Comme vous n'aviez pas de petits frères ou de petites sœurs, en fait, vous viviez au milieu de grandes personnes, que ce soit Tennessee Williams, Jane Fonda, etc. Vous voyez des gens plus âgés que vous, Frank Sinatra, etc., etc. Et c'est peut-être plus tard qu'on se rend compte que on n'a pas eu l'enfance exacte qu'on voit dans les romans photos. Est-ce que vous pouvez réagir à ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Oui, j'ai une enfance, mais enfin bon, il faut pardonner, Et mon père avait besoin de gagner sa vie, et comme c'était un grand joueur qui perdait tout l'argent qu'il gagnait, voilà, c'est une autre époque. Aujourd'hui, ma fille, son mari, fait tout. Je veux dire, avec elle, les maris aujourd'hui sont différents que même le père de mes enfants. Je veux dire que qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on peut pas en vouloir. Ils ont fait le mieux possible. Voilà, c'est pas de leur faute. La vie était comme ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché dans votre livre, c'est qu'à aucun moment on ne sent de jalousie. En tout cas, on la sent pas. Et j'ai l'impression que ce qui vous a préservé de tout ça, c'est que vous aimez admirer. Vous aimez regarder. Il y a plein de moments dans le livre où vous racontez des choses que vous voyez avec des grandes vedettes ou des anonymes, et on vous sent heureuse de voir la vie et pas d'être en compétition permanente. Si, j'étais jalouse de la beauté de Marthe Keller, ou la beauté de Fanny Ardant, ou le fait qu'elle était la muse de Truffaut, je suis pas jalouse de Catherine Deneuve. Pas du tout. J'ai une admiration... pour Catherine Deneuve, elle n'aime pas qu'on parle d'elle, mais c'est vraiment quelqu'un que, de toutes les vedettes que j'ai pu connaître ou tourner avec, elle a été tellement merveilleuse avec moi que... mais elle n'aime pas qu'on parle d'elle, donc je ne parlerai pas d'elle plus. Allez, voyage dans votre filmographie, un extrait inattendu.
Pourquoi j'ai quitté Bob? Tu l'as déjà dit 100 fois, maman. T'as quitté Bob parce qu'il te plaisait plus, qu'il était vieux et qu'en plus il te faisait plus rire. Ah bon, j'ai dit ça? Mais Bob m'aimait, lui. Il me comprenait. Oui, mais toi tu l'aimais plus. Tout ça à cause d'un barbecue sur la plage. Un barbecue? Oui, avec Bob à Ibiza. Je voulais pas y aller, j'avais mal à la tête et puis paf, je suis tombée sur ton compte de père en train de faire griller des saucisses avec son blue jean cracra à pattes d'éléphant. Des pattes d'éléphant? Quelle horreur! Mais c'était la mode, peace and love. Et je suis partie avec lui. J'ai disparu dans la nuit avec ce chevelu qui jouait Dedicated to the one I love sur sa guitare. C'était papa le chanteur? Eh oui. On a passé la nuit dans les bodegas, à boire du vin rouge et à taper dans nos mains. Je suis tombée enceinte aussitôt. Tu vois, ma fille, comme c'est con la vie. Je me suis fait avoir comme une midinette par les beaux yeux de ton père. Ah ça, il m'a bien embobiné avec sa chaude voix voluptueuse. Pauvre Bob, comme il a dû souffrir. C'était bien de Laval son nom? Bob de Laval. J'ai fait le mauvais choix, Camille. Si j'avais écouté Bob, je serais riche, choyée. Je recevrais tous les vendredis soirs le gratin financier et artistique. En plus, j'aurais une particule. Peut-être qu'il t'aime toujours. Il était patient, généreux, Allô? compréhensif. Allô, Bob de Laval? J'étais son premier amour. Vous ne connaissez pas, mais moi je connais quelqu'un qui vous connaît très bien. Et j'ai tout gâché. Devinez. J'ai troqué la proie pour Vous voyez pas? Moi j'ai 15 J'étais son ans. premier amour. tu Colette. Colette Veller. Oui, c'est ma mère. Elle est divorcée. C'est Bob. Ah bon, vous aussi? Qu'est-ce que vous faites ce soir? C'est dans une salle de cinéma à Toulouse que j'ai découvert ce film et que je me suis pris de passion pour vous, Tania. C'est La Petite Allumeuse de Daniel Dubroux. Moi, j'aurais pensé que c'était Le Mouton Noir, vous voyez? J'ai confondu. Ah, c'est gentil. C'était un bon film, ça. Elle avait du talent, beaucoup de talent, Tania Dubroux. Beaucoup de talent, elle va mal aujourd'hui. Elle est, je sais pas où, elle est très très mal. Et elle avait vraiment du talent, hein. J'aimerais qu'on parle d'amour. C'est mon sujet favori. Bon, vous avez tout fait, vous vous êtes alangui sur le canapé, mais Frank Sinatra n'a pas été sensible à vos charmes. Enfin, il a été sensible, mais il vous a mis dans une limousine et puis adios. Non, il m'aurait jamais... D'ailleurs, j'étais très protégée par le fait que j'étais la fille de mon père et j'ai pas eu ces MeToo, tout ça. Non, mais vous avez cherché à lui plaire. À Frank Sinatra? Non. Non. Sur son canapé là-bas. Oui, non. Enfin, j'étais avec Frank Sinatra. C'était incroyable cette histoire, incroyable. D'ailleurs, c'est une amie à moi qui m'a rappelé cette histoire parce que j'avais oublié, curieusement. Enfin bon, non. J'ai pas été, non. J'ai pas, Dieu merci, je n'ai pas eu tous ces histoires d'aujourd'hui. Vous avez quand même voulu goûter à l'homosexualité. Oh là là. Ah, quand on écrit un livre, il faut se dire qu'il y a des gens qui le lisent, hein. Ok, oui, parce que j'étais comme un peu comme Barbra Streisand, là, les homosexuels me comprenaient mieux. Et j'ai été entourée toute ma vie d'homosexuels hommes. Les femmes me faisaient peur, les homosexuelles femmes. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Je me suis trompée. Et j'ai bousillé ma vie de famille à cause de ça. Je regrette beaucoup cette histoire. Votre bascule vers le théâtre, hein, vous avez eu beaucoup de succès au théâtre, des pièces qui ont moins marché, des pièces qui sont arrêtées rapidement, celle avec Claude Berry, je crois. Mais enfin, le théâtre, ça a été quand même une passion, un pivot. Et c'est juste après la mort de votre papa que vous décidez de partir dans le théâtre corps et âme. Oui.
Non, j'ai été virée dans une pièce qui s'appelle Galapagos, Avec Depardieu. avec Depardieu, et c'est Nathalie Baye qui a joué le rôle que je devais jouer. Et Bertrand Blier a dit de moi une chose magnifique. Il a dit, on ne la prendrait même pas dans son cours de théâtre, elle est tellement mauvaise, voilà. Et là, je voulais me suicider, et voilà, et j'ai pris l'argent que mon père avait laissé, ou ma mère m'avait donné. Alors, je ne sais pas combien c'était, mais c'était beaucoup pour l'époque. Et j'ai mis tout cet argent dans une pièce qui s'appelle Slag, d'un jeune auteur anglais qui est devenu un grand auteur après, une star de tout, de mise en scène, de cinéma et tout, David Hare. Et j'ai joué une pièce qui s'appelle Slag, dont le thème de la musique a été un grand carton, mais la pièce n'a pas marché parce qu'elle n'était pas très très bien mise en scène. Et c'est là où Planchon m'a vu et toute ma carrière a débuté grâce à cette pièce. Alors Roger Planchon, il vous dit quelque chose de très fort et de très cinglant. Ouais. Il dit, mais tu sais Tania, on ne peut pas tout jouer. Ouais, c'est génial ça. Oui. Et ça me fait... Ouais. Alors, c'est vrai. Ça doit faire du mal sur le moment, mais finalement ça libère aussi. Ah non, non, c'est vrai. Et ça, quand je donnais des cours, je disais ça à mes élèves, on ne peut pas tout jouer. Je suis pas une très bonne comédienne, je suis particulière, je suis un personnage, mais je ne suis pas une grande actrice comme j'aurais voulu être Vanessa Redgrave, ou même pas, j'arrive même pas, enfin, non, j'aurais voulu être Vanessa Redgrave, ou Laduse, mais personne ne connaît Laduse aujourd'hui, mais Laduse c'était la plus grande actrice italienne des années, début du siècle, 20e siècle, quoi. Mais quand on lit les descriptions d'extraordinaire solitude que vous faites de certaines actrices, hein, comme Anna Magnani ou tant d'autres, on se dit que parfois il vaut peut-être mieux échapper à une célébrité oui, je pense. Hors norme. Sinon, le suicide de Robin Williams, par exemple. Oui, ou d'autres. Je pense pas qu'un acteur peut être heureux, mais ça c'est ma chose personnelle. Même Meryl Streep, qui a l'air très équilibrée, elle a été mariée 45 ans, elle a divorcé au bout de 45 ans. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'étais étonnée. Parce que pour moi, c'est la seule actrice qui a l'air vraiment équilibrée. Et toutes les actrices que j'ai connues, ou même pas personnellement, Natalie Wood, Audrey Hepburn, Lana Turner, enfin, je ne les ai pas connues, hein, mais j'ai lu des histoires, ou même Katharine Hepburn, qui était amoureuse folle de Spencer Tracy et qu'elle se mettait devant sa porte parce qu'il était ivrogne, ou Lauren Bacall, ou je ne sais pas qui. Je n'ai jamais connu ou lu des biographies des acteurs. Madame de Staël disait la gloire est le doux deuil du bonheur. Mais c'est ça. Je pense qu'on ne peut pas être... Comment est-ce qu'on peut être heureuse quand on est comédienne et qu'on vieillit, par exemple? Moi, je garde mes rides, je garde tout ça parce que je me dis que bon, c'est pire quand on peut pas bouger, on a le visage comme ça. C'est pire, donc je m'en fous. Puis de toute façon, je m'en fous aujourd'hui de ça. Mais je connais pas de comédienne heureuse. Vous en connaissez, vous? Ou des comédiens, hommes? Vous en connaissez? Vous êtes mon invité. Non, mais j'aimerais bien vous citer une comédienne. Attends, qui je pourrais en France? En France, c'est encore pire. Hein. Bon, je pense que Catherine Deneuve a une vie formidable, oui. Parce qu'elle est... c'est une amie... Pas moi, parce que je oserais pas dire que c'est une amie, mais... c'est une mère, c'est une amie, oui, une amie pour ses amis. Elle a été formidable. Je reviens à la même chose, elle a été toujours formidable avec moi. Pas du tout star, mais pas du tout. Elle est une femme formidable, voilà. Mais bon, est-ce qu'elle est heureuse? Je ne sais pas, il faut lui demander. Allez, un petit peu d'italien va nous faire du bien. Mi sai dire che ci fai in questa casa?
Mi sai dire perché traffichi qui tutto il giorno? Cameriera certo non lo sei, parente non mi risulta. Insomma, cosa stai a tramare qui? Non sarai mica una spiona del Vaticano. Purtroppo amo la vostra famiglia, soprattutto quei poveri bambini. Prendilo come un voto. L'histoire de Piera de Marco Ferreri, les Italiens savent très bien faire à manger, savent très bien parler aux femmes, et les Italiennes parler aux hommes, mais pendant longtemps, ils ont une particularité, oui. C'est qu'il n'y avait pas de son direct sur les tournages, oui. Et qu'on se doublait ensuite, oui. Ou on faisait doubler. Et ça, c'est pas vous. Non. C'est vous à l'image, mais c'est pas vous à la voix. Bah, dites-moi, la voix, elle est horrible. La voix, parce que j'ai quand même une voix plus grave, on dirait une... Je sais pas quoi, mais bon, c'est pas très joli, hein. Alors c'est drôle parce que votre papa, il avait fait une invention pour faciliter la post-synchronisation des films. Oui. Racontez-nous. Bah, il a inventé un gadget, un appareil, une machine pour synchroniser les films dans les années 40, enfin après la guerre. Et il a même eu la première page du New York Times, enfin de trucs de cinéma à l'époque, je l'ai jamais vu ce papier, ce journal. Et on l'a engagé par la Métro, je crois que c'était la Métro, la Paramount, pour doubler et synchroniser les films au Mexique. Et il a même fait venir Dalio, qui a sauvé sa vie, parce que c'était pendant la guerre même. Avant la guerre, oui. Et d'autres acteurs français. Et voilà comment il a commencé sa carrière en Amérique. Et là, après, il a fait venir tous les films, les grands films néo-réalistes italiens, comme les films de Rossellini, les films français comme Duvivier, comme René Clair, comme Cocteau. Fanfan la Tulipe, c'était qui a mis en scène ça? On avait des films chez nous de 16 mm que ma mère a donné au musée d'art moderne pour que les jeunes voient ces films. Maintenant, j'espère parce que c'est quand même des très très vieux films. Parlons de Fellini. Vous rêviez de travailler avec lui, oui, je rêvais. Mais ça s'est passé exactement de la manière inverse que vous pensiez. Vous pensiez que ce serait vos charmes. Et en fait, vous finissez à la fin de Satyricon en homme. Oui. Ah non. Avec lui non plus, ça n'a pas marché. Non, mais franchement, il m'a fait venir. Non, j'ai quitté un tournage où j'avais un flirt avec Burt Reynolds, qui n'était pas du tout vedette à ce moment-là, et pour aller faire des essais avec lui pour 8,5. Évidemment, il ne m'a pas engagé. Il a engagé Barbara Steele. Et puis après ça... par l'intermédiaire du producteur Grimaldi, Alberto Grimaldi, il a dit qu'il allait m'engager pour jouer un rôle dans Satyricon. Bon. Pas de nouvelles. Donc je tourne un petit rôle avec Bosuffi, que Lelouch a produit, qui s'appelle L'Américain. Et il m'appelle à ce moment-là, Fellini, pour que j'arrive à Rome. Mais je ne pouvais pas arriver à Rome. On tournait et Fellini m'a pris très mal parce que c'était une diva, Fellini. C'était un boss. Sa femme lui a porté les pattes sur le tournage. Oui, sur le tournage. Et sa femme n'était pas très gentille d'ailleurs. Et lui non plus. J'ai raté Fellini. Donc je suis arrivée à Rome et pendant 3 semaines, j'étais dans la loge, attendre à 5h du matin, la voiture venait nous chercher. Il y avait ce grand acteur qui jouait dans le film aussi, qui a joué dans 8,5, qui a joué dans beaucoup de films de Fellini. Et bon, finalement, le maquilleur qui s'appelle, j'ai oublié son nom aussi, je crois que je lui plaisais. Bon, je sais pas, en tout cas, il a décidé on cherchait quelqu'un pour jouer un mec. Voilà. Un homme. Voilà. Et il m'a maquillée. Et Fellini est arrivé dans la loge. Il m'a vu. Il m'a dit, il m'a pas reconnu tout de suite, je crois. Il m'a dit, c'est elle. C'est lui. Et donc, j'étais tournée dans une île.
Et là, il y avait tous les journalistes qui venaient à l'époque, n'importe quoi. Pensaient que c'était un grand rôle. Donc j'avais Elle Magazine, enfin, plusieurs journalistes qui venaient voir cette jeune starlette, soi-disant starlette. Enfin, j'ai essayé d'être une starlette. Bon, j'ai raté ça aussi. Et voilà la scène que les gens, on parle de cette scène qui a duré 3 secondes. Les gens me parlent de ce rôle qui n'existe pas, en fait. Qu'est-ce qu'on voit? Dans le livre, vous racontez un dîner chez Charlie Chaplin, à Vevey, et vous racontez justement qu'il était pas très content quand sa fille, je crois que c'est Géraldine, c'est ça, a été mise trop tôt sous les feux des projecteurs. Donc, il y a ce réflexe aussi de pas trop vite, pas pour n'importe quoi, pas des photographes à tout prix. Non, il n'a pas aimé du tout parce qu'il disait qu'elle n'a pas travaillé, qu'elle n'a pas étudié, il trouvait pas ça bien du tout. Pourtant, elle a beaucoup de talent, Géraldine Chaplin. Et c'était une actrice naturelle, quoi. Elle a pas... Je sais pas si elle a pris des cours. En tout cas, bon, elle était une actrice. Et lui, il n'aimait pas ça du tout. Ah non, le moment avec Charlie Chaplin était un moment dans ma vie... que je peux raconter pendant des heures, quoi. C'est un grand moment de ma vie. Hein. Il n'était pas très drôle, comme beaucoup de comiques d'ailleurs. Vous dites dans le livre, il était plutôt sérieux. Très sérieux. Ah, il n'est pas drôle du tout dans la vie. Non. Il m'a raconté sa vie. Hein. Comment c'était dur, comment il fallait travailler tout le temps, de jamais arrêter de travailler. On peut toujours faire mieux. Et je trouve que j'ai toujours dit ça, on peut toujours faire mieux. Et j'ai toujours voulu faire mieux, je voulais toujours recommencer. J'aurais tout recommencé, le livre aussi d'ailleurs. Mais vous m'avez dit tout à l'heure en antenne que vous aviez peut-être la suite à venir du livre. Pas sur le livre. Sur autre chose. Sur autre chose, donc je ne parlerai pas de cinéma, non, assez de cinéma. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'elle n'aime pas qu'on parle d'elle, mais on va quand même l'écouter, Catherine Deneuve. Je suis sûre qu'il est caché quelque part. Tu vois bien, il n'y a personne. Mais où est ta voiture? Au garage, elle est en panne. Ça t'embête de me déposer? Pas de problème. Je comprends pas que tu te mettes dans des états pareils. Tout ça pour un revenant. Un revenant? Je crois qu'on peut revoir sans risque un homme qu'on a aimé à la folie. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, t'as jamais voulu m'en parler. Alors comme ça, tu l'as aimé à la folie? Oui. Il y avait à la fois du désir et de l'amour. Et j'ai jamais connu ça avec un autre. Nathan, je l'ai beaucoup désiré, il m'a donné beaucoup de plaisir, mais j'ai jamais réussi à l'aimer. Je vois trop l'ennemi en lui. Ça, c'est déchiné, ça. Les temps qui changent. Oui. Un de ses plus beaux films, je trouve. Ouais, enfin, il a fait des beaux films. Alors, il y a 5 ans, Andrea Ferréol était à votre place et elle avait sorti un livre de souvenirs, comme vous. Et je lui ai posé une question pensant que je me prendrais un vent, comme on dit, que ma question était débile. Je lui ai demandé si, pour certains tournages, une comédienne choisit avant le tournage un parfum. Oui. Et elle m'a dit, j'avais jamais pensé. Vous me donnez une idée. Bon, j'étais surpris, mais donc vous, je vois votre hochement de tête, vous choisissez des parfums pour votre tournage. Et même avec des hommes que j'ai aimés, j'ai changé de parfum. Mais je me souviens d'une pièce que j'ai jouée de Tennessee Williams, et j'arrivais pas à trouver le rôle, et je me suis dit, je vais prendre le parfum qui mettait ma meilleure amie, comme ma sœur, Susan Strasberg, qui était quelqu'un de très proche de moi, et je mettais Pigé, fracas de Pigé, en me disant ça va me donner ce côté suicidaire du personnage, et ça m'a fait l'effet contraire, et depuis ce moment-là, je mets ce parfum, et ça me met de bonne humeur. Mais je pense que si je mets un parfum de ma mère, peut-être que ça me rendra triste. Je sais pas. Mais j'ai toujours mis des parfums différents pour les rôles, ou même la musique différente. La musique jouait un rôle très important pour moi avant de rentrer en scène, ou même au cinéma. Avant la scène que je devais jouer, j'avais les écouteurs et je mettais cette musique. Et Lee Strasberg, que vous avez bien connu, vous disait comme conseil, comment s'habille ton personnage? Ah oui. Et lui m'a raconté, il adorait jouer la comédie. Il m'a raconté quand il a joué un film avec George Burns, je me souviens de lui, il a mis une casquette. Et pour un film que j'ai tourné qui s'appelle Le Mouton Noir, il m'a fait, je l'ai encore la veste
baseball bleu qu'il a choisi et qui m'a envoyé par la poste. Et j'ai mis cette veste dans le film. Et je l'ai toujours, cette veste. Dernier extrait pour cheminer dans votre filmographie, Tania. Vous croyez que vous irez au paradis? Oh, voilà une drôle de question. J'y crois pas au paradis. Moi non plus. Et vous, Rose? Moi non plus, j'y crois pas. Même pas un petit peu? Non. Alors Tania, on vient d'écouter un extrait de Sale Gosse, donc, qui est sorti en 2017 de Frédéric Kiering, où on parle de l'au-delà dans cette séquence. Où en êtes-vous, vous, de vos croyances? Oh là, oh là, oh là, oh là. J'étais en Inde, je voulais être bouddhiste. Vous avez eu le prix Gandhi, c'est bien. Oh oui, c'est ça. Oui. J'ai avec moi un Madone, parce que je me sens un peu catholique, un peu juif, un peu... où est-ce que je... Est-ce que je suis croyante? Non. Je pense que je suis humaniste. Non, j'aimerais être humaniste, voilà. Non. Est-ce que vous voulez dire, est-ce que je crois qu'il y a Dieu? Non. Je crois que nos âmes, on dit. J'espère que non, j'y crois pas du tout, mais en même temps, tout le monde aimerait croire à quelque chose. Comme je vous dis, quand j'étais en Inde, ça a été une telle révélation. Mais bouddhiste, j'ai vu le Dalai Lama une fois. Mais bon, non, je suis trop dans les nuages. Est-ce que vous êtes prête pour le petit questionnaire Oui, rituel bien de fin sûr. d'émission? Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000? Notez bien le où, hein, pas avec qui. Où? J'étais dans un dîner à Paris, chez une grande dame du théâtre qui est morte là maintenant. Ça va faire son anniversaire, premier anniversaire, qui s'appelle Laura Pels, qui a acheté le théâtre de l'Atelier, qui a produit une pièce dans laquelle j'ai joué avec Elisabeth Depardieu, et qui était une grande amie à moi. Elle a fait un dîner très chic, dans un immeuble où il y avait la Garfeld qui habitait, enfin très très chic. Voilà où j'étais pour l'an 2000. Quel est le livre que vous avez le plus offert? Le mien. Vous n'êtes pas la première à faire cette petite esquive. Ok. Et en numéro 2? Oh, ça c'est pas juste, hein. Le mien. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée et vous marchez comme ça, vous oubliez, au détour d'un couloir, vous voyez une peinture, une photo, une sculpture, et vous marquez un temps d'arrêt en vous disant c'est moi que je vois. Oui, mais à Florence, parce que j'aime beaucoup les musées. Et à Florence, il y a une... La Vénus de Botticelli? Non, pas du tout. Non, faut quand même pas être aussi prétentieuse. Non, il y a au Pito Palace, comment ça s'appelle ce palais? Il y a des impressionnistes français. Il y a une photo à laquelle je me suis identifiée, mais c'est pas ça. On m'a toujours dit que je ressemblais à Barbra Streisand. Je ressemble pas. J'aimerais avoir le talent de Barbra Streisand, mais je viens de lire son livre qui est génial. Mais génial son livre. Je vous le conseille à tout le monde qui écoute cette émission. Il fait 1000 pages, mais il est génial. Mais non, je ressemble pas à Barbra Streisand non plus. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour un dîner en tête-à-tête, ce serait qui? Ce serait 2 personnes, Mandela et Martin Luther King. Quelle est la dernière fois que vous êtes passé devant la maternité, où vous avez vu le jour? La dernière fois, je suis passée devant la maternité. Une maternité? Non, là où vous êtes né. Ah là, il n'y a pas longtemps, en février. Ça vous a fait quoi? Ça m'a rendu triste. Encore plus triste. Est-ce que vous avez déjà songé à la musique que vous aimeriez que vos proches entendent lors de vos funérailles? Oui. Chantée par Franck? Oui. Imaginons que demain matin, vous puissiez tout prendre avec vous, tout. Alors je sais, en plus, dans le livre, on apprend que vous n'êtes pas propriétaire de votre logement. J'ai rien. C'est incroyable. J'ai tout perdu. J'ai rien. Mais rien. J'ai assez pour vivre quelques années. Et après, il faudrait que je demande à quelqu'un. Non, mais c'est sérieux en plus.
Imaginons que demain matin, vous pouvez tout prendre avec vous. Tout. Dans quelle ville vous vous télétransportez demain matin à 9h? À Florence. Pourquoi? Vous voulez savoir? Si vous voulez. Parce que j'aime beaucoup les musées et j'aime beaucoup Florence pour la lumière, pour plein de choses. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un et vous vous dites ça a assez duré, je vais enterrer l'âge de guerre, je vais faire la paix. Quel est le DVD que vous envoyez par la poste pour que cette personne comprenne bien? Oui, La fille de Ryan, de David Lean. Parce que je sais, et d'ailleurs, c'est quelqu'un que j'aime profondément, je vous dirai pas son nom, je porte ce qu'elle m'a offert aujourd'hui. Et elle m'a avoué qu'elle aime beaucoup ce film. Et un de vos films préférés, c'est Dr. Zhivago, je crois. Oui. De David Lean. Et on n'a pas le temps. Les films qui ont marqué votre vie, c'est ça? Oui, Une non, étoile oui. aînée. Hein? Une étoile aînée. Et voilà, l'étoile aînée. Et la dernière question, est-ce que, avant de prendre une grande décision personnelle, artistique, est-ce que vous avez un toc ou un petit rituel? Marguerite Duras disait qu'elle faisait son lit tous les matins pendant 3/4 d'heure aux 4 coins parce qu'elle devenait folle et que tant que son lit n'était pas fait, elle ne pouvait pas se mettre à écrire. Vous êtes dans cette mode-là? Oui, j'ai 2 gris-gris. J'ai un gris-gris de un hocher qu'on m'a offert pour ma première fille. Et j'ai aussi une petite statue que j'ai achetée en Inde, comme ça, que je n'ai pas pris aujourd'hui, mais que je prends d'habitude avec moi quand je tourne. Voilà. Merci beaucoup, Tania Lopère, d'avoir Merci été à vous. notre invitée. Je voudrais quand même préciser que la préface est signée Daniel Thompson et qu'elle éclaire très justement sur un côté de votre personnalité. Vous adoriez le patin à glace. Oui. Vous en avez longtemps fait, vous avez même taquiné l'envie d'en faire votre métier. Mais finalement, la métaphore du patin à glace, c'est qu'on peut monter très haut et qu'on peut tomber aussi. Oui. Donc c'est normal aussi d'avoir tous ces aléas dans une carrière. Ça ressemble en fait au fait de patiner. Non? Oui, et j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps avec Alain Calment, que j'avais pas vu depuis 40 ans, non, plus que ça même. Il est venu chez moi déjeuner, c'était génial. Et on a parlé de comment il est arrivé à New York et tout ça. J'espère que personne ne sait aujourd'hui, mais c'était un champion du monde. Enfin, c'est un grand... Il était ministre, enfin, il a fait plein de choses, Alain Calment, dans sa vie. Alors, il paraît qu'avoir des regrets, ça donne des aigreurs d'estomac. Moi, j'en ai un pour vous. Ah, lequel? Ah là. Ah, ça, surprise. Si vous aviez accepté une histoire avec Warren Beatty, et si Warren Beatty s'était présenté à la présidence des États-Unis, vous seriez première dame des États-Unis. Ah oui. Mais je ne sais pas comment il est pour vivre avec. Hein. Ça, je ne sais pas. Enfin, il a eu 4 enfants, dont un magnifique. Et le portrait de lui... qui a changé de sexe, qui est transgendre, et qui est le portrait de son père, mais extraordinaire et brillantissime. Et ce garçon est en train de faire une grande carrière et une grande chose pour les transgendres. Voilà. Merci beaucoup, Tania Lopère. Votre livre « Mémoire d'une comédienne ratée » est paru aux éditions de l'Archipel. À bientôt. À bientôt.